Je pose ma fourchette avec le genre de calme délibéré qui rend les gens nerveux. Le bruit à la table de tante Hélène ne s'arrête pas tout de suite. Oncle Gérard est toujours au milieu d'une phrase à propos de quelque chose concernant son handicap au golf, et ma cousine Brigitte fait défiler son téléphone, écoutant d'une oreille son mari se plaindre de la circulation. Le festin de Noël couvre chaque centimètre de la table en chêne, dinde, farce, 3 sortes de pommes de terre, gratin de haricots verts que personne ne veut vraiment mais que tout le monde fait semblant d'apprécier. Le rire de maman perce le brouhaha ce son théâtral, trop fort, qui crispe mes épaules avant même que mon cerveau ne comprenne. Camille a 30 ans et loue toujours une boîte à chaussures, annonce-t-elle à toute la tablée, en faisant un geste avec son verre de vin. Le liquide rouge ondule dangereusement près du bord. Vous y croyez? Pendant ce temps, Brigitte vient d'acheter ce magnifique appartement à Lyon. La pièce ne devient pas silencieuse. Pas encore. Mais je sens le changement, cette altération microscopique de la pression atmosphérique lorsque les gens réalisent que quelque chose est sur le point de se produire. Maman ne nous a pas aidés pour la compte ou quoi que ce soit, lève les yeux Brigitte, mal à l'aise. Bien sûr que non, dit maman en agitant la main d'un air dédaigneux. Toi et Thomas êtes des adultes responsables qui planifient leur avenir. Ses yeux se posent sur moi, et il y a cette lueur familière, celle qui dit qu'elle savoure ce moment. Certains d'entre nous n'arrivent tout simplement pas à mettre de l'ordre dans leurs finances. Mes mains reposent à plat de chaque côté de mon assiette. La nappe est de couleur crème, probablement chère. Tante Hélène met toujours les petits plats dans les grands pour les fêtes. Je compte le motif floral qui se répète. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Tu as absolument raison, maman. Les mots sortent de manière égale, presque agréable. Le sourire de maman s'élargit, prenant mon accord pour une reddition. Elle est sur le point de se lancer dans une autre comparaison, probablement à propos de ma voiture, de mon travail ou du fait que je ne suis pas parti en vacances depuis 3 ans. Je devrais économiser plus d'argent, hoche oncle Gérard d'un air approbateur. Tante Hélène remplit son verre de vin, satisfaite que ce moment inconfortable se résolve comme il se doit, moi acceptant mon rôle de déception de la famille. C'est pourquoi j'ai annulé le virement permanent pour le prêt immobilier sur votre compte ce matin. Le silence, cette fois, est absolu. Le verre de vin de maman se fige à mi-chemin de sa bouche. Son expression passe par quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, une sorte de cycle rapide de confusion, d'incrédulité, pour atterrir brutalement sur la panique. La couleur quitte son visage par étapes, comme regarder un Polaroid se développer à l'envers. Quoi? Le virement de 1700 €, je continue, en gardant ma voix stable. Celui qui partait le 1er de chaque mois depuis 2 ans. Je l'ai annulé. Bonne chance avec le prêt immobilier, maman. La fourchette de tante Hélène claque contre son assiette. Oncle Gérard s'éclaircit la gorge, soudain fasciné par le motif de sa serviette. Les yeux de Brigitte s'écarquillent, son téléphone oublié sur ses genoux. Camille, la voix de maman est tranchante maintenant, assez pour faire saigner. Ce n'est pas drôle. Je ne ris pas, plus tôt dans la journée, j'étais assise dans ma voiture dans l'allée d'Hélène, les yeux fixés sur mon téléphone. L'application bancaire était ouverte, affichant l'écran des « virements programmés ». 1700 € le 1er du mois. Chaque mois. Jamais en retard. Jamais manqué. J'ai fait défiler l'historique, regardant le solde de mon compte courant se vider et se remplir à un rythme que j'avais mémorisé, salaire qui arrive, paiement du prêt immobilier qui part, facture, courses. Tout ce qui restait allait dans une épargne qui ne semblait jamais grossir. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Annuler le virement récurrent ». J'avais déjà ouvert cet écran, des dizaines de fois. Mais j'avais toujours fermé l'application, me convainquant que le mois prochain serait différent, que finalement, maman reconnaîtrait ce que je faisais, qu'elle cesserait au moins de m'humilier lors des réunions de famille. Le bouton est devenu rouge quand je l'ai maintenu enfoncé. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement récurrent? J'ai appuyé sur « Confirmer ». Maintenant, assise à cette table, entourée des personnes qui sont censées être ma famille, je regarde la dynamique du pouvoir se briser comme du cristal qu'on laisse tomber. Tu ne peux pas être sérieuse, la voix de maman s'élève. Camille Anne Durand, tu t'assois et tu me dis que tu plaisantes, tout de suite. Je suis déjà debout, attrapant mon manteau sur le dossier de ma chaise. Mes mains ne tremblent pas. Pas encore. Cela viendra plus tard. Je suis tout à fait sérieuse. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Maman repousse sa chaise de la table,
manquant de la renverser. Je t'ai élevé. Je me suis sacrifié pour toi. Et c'est comme ça que tu me rembourses? La pièce retient son souffle. C'est le moment où je suis censé m'excuser, où je dois faire marche arrière, promettre de rétablir le virement et implorer son pardon pour l'avoir embarrassé devant la famille. Tout le monde connaît le scénario. J'enfile mon manteau, bouton par bouton. Les mouvements semblent mécaniques, comme si je regardais les mains de quelqu'un d'autre. Profitez bien de votre dîner. Camille. La voix de maman me suit jusqu'à la porte d'entrée. Tu reviens ici tout de suite. Tu ne peux pas simplement partir. Camille, tante Hélène commence à se lever, probablement pour me barrer la route ou me faire un discours sur le devoir familial. Mais quelque chose sur mon visage l'arrête. Peut-être que c'est le fait que je ne pleure pas. Ou la façon dont ma mâchoire est serrée. Ou peut-être est-ce simplement qu'après 30 ans à jouer le pacificatrice, la gentille fille, la fille invisible qui paie le prêt immobilier de sa mère tout en vivant dans un studio qu'elle peut à peine se permettre, j'ai enfin fini de jouer la comédie. L'air de décembre me frappe le visage quand je sors. Froid. Vif. Réel. Ma voiture est garée le long du trottoir sous un lampadaire. Je me glisse sur le siège du conducteur et ferme la portière, étouffant les bruits du chaos que je viens de laisser derrière moi. Le moteur démarre avec un grondement familier. Mes mains trouvent le volant, et c'est à ce moment-là qu'elles commencent à trembler non pas de regret, mais de l'adrénaline d'avoir enfin tenu tête. Je fixe le pare-brise sombre, regardant ma buée embuer la vitre. À l'intérieur de cette maison, maman est probablement en train de pleurer maintenant. Tante Hélène la console. La famille est probablement déjà en train de décider que je suis la méchante de cette histoire. Mais je ne retournerai pas à l'intérieur. Pas ce soir. Jamais. Le lendemain, le tableur brille sur l'écran de mon ordinateur portable, chaque ligne une petite trahison documentée en police Arial de 11 points. Je suis assise à ma table de cuisine depuis 3 heures maintenant, à vérifier les relevés bancaires par rapport aux dates du calendrier, à construire une chronologie exacte de combien j'ai saigné. L'appartement est calme, à l'exception du bourdonnement de mon réfrigérateur et du clic occasionnel de ma souris. Mon café a refroidi il y a 1 heure, mais je continue de porter la tasse à mes lèvres, par oubli. 1 700 €. Chaque mois. Pendant 24 mois. 40 800 €. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Je fais défiler jusqu'aux cellules surlignées en jaune, les paiements, d'urgence. La voiture de maman avait besoin de nouveaux freins. Son chauffe-eau est tombé en panne. Elle a eu une facture dentaire inattendue. Chaque crise est arrivée avec le même appel téléphonique frénétique, le même tremblement dans sa voix qui me nouait l'estomac. Septembre de l'année dernière, 3 800 € pour la réparation du toit qui ne pouvait pas attendre. Mars, 2 400 € pour la chaudière. Juin, 4 800 €, parce que les impôts fonciers étaient dus et qu'elle avait, complètement oublié. Décembre, juste avant Noël, 12 200 €. Elle a dit que la maison allait être saisie. Elle a pleuré au téléphone. J'ai vidé mon compte d'épargne et annulé mes propres projets de vacances. Le total au bas du tableur me serre la poitrine, 64 000 €. Je sauvegarde le fichier sous un nom qui ressemble à une preuve, camille.durand.documentation.financière.2023-2025.xlsx. Puis je le sauvegarde à nouveau sur mon service de stockage en ligne. Puis je me l'envoie par courriel. Je ne perdrai pas ça. Mon téléphone vibre contre la table. Le nom de papa s'affiche à l'écran. Salut, ai-je répondu. Ta tante m'a appelé. Sa voix est prudente. Elle a dit que tu avais fait une scène à Noël. J'ai énoncé un fait. Tant mieux pour toi, expire-t-il, et je peux l'imaginer dans sa cuisine, appuyé contre le comptoir comme il le fait quand il rassemble ses pensées. Ta mère m'a appelé aussi. Elle veut que je te raisonne. Et je lui ai dit que j'étais d'accord avec toi. Quelque chose se détend dans ma poitrine. Elle raconte à tout le monde que tu l'as laissé sans le sou. Bien sûr qu'elle le fait. Camille, papa semble fatigué. Tu sais que l'accord de divorce était 50-50, pile au milieu. Le juge s'en est assuré. Ta mère a reçu 210 000 €. La maison était payée. Elle n'avait aucune dette. Où est passé cet argent? Où va-t-il jamais? Il fait une pause. Cet abonnement au spa coûte 750 € par mois. J'ai vu les relevés de carte de crédit avant qu'on se sépare.
Elle dépensait 3800 € par mois aux Galeries Lafayette, se faisait coiffer toutes les 2 semaines à cet endroit dans le Marais. La rénovation de la cuisine qu'elle devait absolument avoir. La rénovation de la salle de bain. De nouveaux meubles. Elle a dépensé l'argent, Camille. C'est ce qu'elle fait. Je le savais déjà, mais entendre papa le confirmer donne au tableur sur mon écran l'air moins paranoïaque et plus probant. Merci de me l'avoir dit, dis-je. J'aurais dû te le dire il y a 2 ans. Sa voix baisse. Mais honnêtement, je pensais que tu l'aidais juste pour les courses ou de petites factures. Je n'avais aucune idée que tu payais tout le prêt immobilier jusqu'à ce qu'Hélène ouvre la bouche. Il soupire. Je suis désolé de ne pas avoir demandé plus tôt. Tout le monde. Nous raccrochons. Et je regarde à nouveau le tableur quand quelqu'un frappe à ma porte des coups secs et insistants qui me font sursauter. Je sais qui c'est avant même d'ouvrir. Tante Hélène se tient dans mon couloir, portant toujours son manteau, son visage arborant cette expression de préoccupation vertueuse qui lui donne l'air d'une dame d'église sur le point de prononcer un sermon. Elle n'attend pas d'invitation. Elle me bouscule pour entrer dans mon appartement, ses yeux balayant le petit espace avec le genre de jugement qui catalogue chaque meuble de seconde main, chaque éraflure sur le mur. Nous devons parler, annonce-t-elle. Bonjour à toi aussi. Ne sois pas désinvolte avec moi, Camille. Elle se tourne vers moi, et il n'y a aucune chaleur dans son expression, aucune curiosité pour ma version des faits. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai arrêté de payer le prêt immobilier de ma mère. Tu l'as humiliée. Devant toute la famille. La voix d'Hélène s'élève. C'est ta mère. Elle t'a élevé. Et tu lui as jeté ça au visage comme si ça ne signifiait rien. Je ferme la porte. Ma main reste sur la poignée. Est-ce qu'elle t'a dit combien je payais? Ce n'est pas la question. 1700 € par mois. Pendant 2 ans. Plus 23 200 € de paiement d'urgence. Les chiffres sortent de ma bouche, je les ai regardés assez longtemps pour les avoir mémorisés. 64 000 € au total. Hélène agite la main comme si je parlais d'argent de poche. La famille est de la famille. Est-ce que la famille humilie la famille au dîner de Noël? Elle m'a traité d'échec financier. Elle m'a comparé à Brigitte. Elle fait ça chaque fois que nous sommes ensemble, et je suis censé sourire et continuer à faire des chèques? Ta mère est mauvaise avec l'argent, dit Hélène comme si elle avouait quelque chose, comme si cette confession devait me rendre sympathique. Tout le monde le sait. Mais elle t'a élevé seule après le départ de ton père. Tu lui dois ça. Papa ne l'a pas laissé sans le sou. Le divorce était 50-50. La bouche d'Hélène se crispe. Elle sait. Bien sûr qu'elle sait. Ça ne change rien à ta responsabilité. Si tu arrêtes de payer, elle perd la maison. C'est ce que tu veux? Ta mère à la rue? Je veux qu'elle soit une adulte. Elle a 55 ans, Camille. Elle ne peut pas simplement recommencer à zéro. J'ai 30 ans. Pourquoi pas moi? La question reste en suspens. Hélène me regarde fixement, et je vois le calcul se faire derrière ses yeux. Elle réalise que la honte ne fonctionnera plus, que je ne suis plus la même personne qui s'est présentée au dîner de Noël hier. Si elle perd cette maison, tout le monde saura que c'est de ta faute, dit-elle finalement. Tes cousins, tes tantes et oncles, tout le monde à l'église. Ils sauront que tu as abandonné ta propre mère. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça te suivra. Sa voix baisse, prenant un ton presque menaçant. Les gens parlent. Tes collègues en entendront parler. Ton patron. Tout le monde saura quel genre de fille tu es. Je me dirige vers mon ordinateur portable et le tourne vers elle. Le tableur remplit l'écran, 64 000 € dans une cellule en bas, surlignée en rouge. N'hésite pas à partager ce chiffre quand tu raconteras à tout le monde quel genre de fille je suis. Hélène regarde l'écran. Sa mâchoire travaille, mais elle ne dit rien. C'est terminé, je lui dis. Tu peux partir maintenant. Elle s'en va sans un mot de plus. Et je verrouille la porte derrière elle. Puis je me rassois à ma table de cuisine et j'ouvre ma messagerie électronique. Le message me prend 10 minutes à écrire. Je le garde formel, professionnel, le genre de courriel que j'enverrai au travail pour documenter un problème. Ah, Caroline Durand, Hélène Lambert copie carbone, Richard Durand objet, avis de cessation de soutien financier à compter d'aujourd'hui,
je ne fournirai plus de soutien financier pour les paiements de prêts immobiliers ou autres dépenses. J'ai joint la documentation montrant 64 000 € de paiements effectués entre décembre 2023 et décembre 2025. Cette décision est définitive. Camille Durand. Je joins le tableur. Mon doigt plane au-dessus du bouton « Envoyer » pendant un instant seulement. Le courriel file. Mon téléphone reste silencieux pour le reste de la soirée. Pas d'appel. Pas de message. Quand je vérifie la conversation de groupe de la famille avant de me coucher, il n'y a pas de nouveaux messages. Juste le silence là où il y avait un bruit constant. Je regarde mon compte en banque une dernière fois. Le solde est plus élevé qu'il ne l'a été en 2 ans. Le mois prochain, il sera encore plus élevé. Le prix de ce chiffre est le silence de mon téléphone, l'ostracisme qui commence déjà. Mais pour la première fois en 24 mois, je peux respirer. Lundi, la notification apparaît sur mon téléphone pendant la pause déjeuner. Une collègue m'a identifié dans un fil de commentaires. Je n'ai même pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qui se passe. Mon estomac se noue avant que mon cerveau ne comprenne, ce poids familier et maladif s'installant quelque part derrière mes côtes. La publication est publique. Bien sûr qu'elle l'est. Maman n'a jamais cru qu'il fallait régler les affaires de famille en privé, pas quand il y a un public à manipuler. Sa photo de profil la montre à un gala de charité il y a 3 ans, portant une robe que je réalise maintenant avoir probablement payée. Le texte est long, décousu, le genre de vomi émotionnel que les gens ignorent à moins de connaître les acteurs impliqués. Certaines personnes ne comprennent pas ce que signifie honorer ses parents, commence-t-il. Après tout ce que vous sacrifiez, après toutes les nuits blanches et les choix difficiles, après avoir renoncé à vos propres rêves pour les élever correctement, ils s'en vont. Vous abandonnent quand vous avez le plus besoin d'eux. Je vieillis. Je ne serai pas là pour toujours. Mais je suppose que cela n'a pas d'importance pour certaines personnes. Elle ne me nomme pas. Elle est trop maligne pour ça. Mais elle a identifié tante Hélène, oncle Gérard, 3 cousins et une demi-douzaine d'amis de la famille des gens qui étaient à Noël, des gens qui savent exactement de qui elle parle. Les commentaires affluent déjà, des émoticônes de sympathie, nous prions pour toi, sois forte, et, certains enfants n'apprécient tout simplement pas ce qu'ils ont. Madame Dubois, la voisine, a écrit « Vous méritez tellement mieux ». Je verrouille mon téléphone et le pose face contre le bureau. Le tableur sur lequel je travaillais devient flou devant mes yeux. Et, Camille. Je lève les yeux. Sophie de la comptabilité se tient à l'entrée de mon box, son expression soigneusement neutre, le genre de neutralité qui signifie qu'elle a vu quelque chose et ne sait pas comment l'aborder. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. J'ai vu la publication de ta mère et... La chaleur m'envahit le visage. Pas exactement de la gêne, quelque chose de plus vif, la prise de conscience que ma crise personnelle a officiellement débordé dans ma vie professionnelle. Je vais bien. Les mots ont un goût de carton. Des histoires de famille. Tu sais ce que c'est. Sophie hoche la tête, mais ses yeux ont ce regard de la pitié mêlée de curiosité et de jugement. Elle se demande ce que j'ai fait pour mériter une humiliation publique de la part de ma propre mère, s'il y a une part de vérité dans le récit de la « fille ingrate » que ma mère tisse. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Dit Sophie en reculant lentement. Après son départ, je rouvre la publication, lis les commentaires, regarde les mentions, j'aime, grimper. 43 personnes ont validé le statut de victime de maman en l'espace de 20 minutes. Mes doigts bougent en pilote automatique, tapant une réponse, une explication claire et factuelle des 2 dernières années, les paiements du prêt immobilier, les urgences fabriquées, les reçus de casino que je n'ai même pas encore partagés. Chaque détail exposé en points numérotés, irréfutable et accablant. J'écris 3 paragraphes. 4. La vérité présentée dans un langage propre et professionnel qui ne peut être ni mal interprété ni déformé. Mon pouce plane au-dessus du bouton « Publier ». Un clic et tout le monde connaîtra ma version. Un clic et le récit change. Un clic et je cesse d'être la méchante. La climatisation du bureau se met en marche, bourdonnant à travers la grille au-dessus de mon bureau. Je regarde mon brouillon de réponse, le relis 2 fois. Puis je sélectionne tout et j'appuie sur « Supprimer », parce que c'est exactement ce qu'elle veut. Maman ne se soucie pas de la vérité. Elle se soucie de la performance, de me forcer à me défendre publiquement, à m'engager dans une bataille où elle contrôle le terrain. Chaque commentaire que je fais, chaque fait que je partage, tout cela nourrit le drame qu'elle crée.
Cela me fait paraître sur la défensive, réactive, comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher. À la place, je masque la publication de mon fil d'actualité. Ne pas la supprimer de mes amis. Ne pas commenter. Juste la retirer de ma vue comme si elle n'avait jamais existé. Mes mains sont plus stables que je ne l'aurais cru. Le téléphone sonne 20 minutes plus tard. Le nom de papa clignote à l'écran. Je l'ai vu, dit-il avant que je puisse parler. Pas de salutation. Droit au but. Ne réponds pas, je n'en avais pas l'intention. Bien, expire-t-il, et je peux l'imaginer dans son atelier, entouré de projets de meubles à moitié finis et de sciure de bois. Elle te tend un piège. C'est ce qu'elle fait. Crée une crise, se pose en victime et attend que tu réagisses pour pouvoir utiliser ta réaction comme preuve de ta méchanceté. Je sais. Vraiment ? Sa voix s'adoucit. Parce que j'ai passé des années à tomber dans le panneau. À m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites, à essayer de résoudre des problèmes que je n'avais pas créés. Il m'a fallu trop de temps pour réaliser qu'on ne peut pas gagner contre quelqu'un qui réécrit l'histoire chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Je ferme les yeux, pressant le téléphone plus fort contre mon oreille. Les gens la croient. Certaines personnes croiront tout ce qui confirme ce qu'elles pensent déjà. Ceux qui comptent finiront par voir clair. Après avoir raccroché, je reste assise dans le silence de mon box. Les néons bourdonnent au-dessus de ma tête. Le pop-corn de quelqu'un au micro-ondes embaume la salle de pause d'une odeur de faux beurre. Ce soir-là, ma collègue Ambre m'envoie un message. Pas Sophie avec sa neutralité prudente, mais Ambre de ma promotion de formation il y a 3 ans. Nous allons boire un verre parfois, partageons des histoires de guerre sur les clients difficiles et la politique de bureau. J'ai vu la publication de ta mère via un ami commun. Ça te dit un café ? Nous nous retrouvons à l'endroit à 2 rues de mon appartement, petit, cher, avec des meubles dépareillés et des baristas agressivement branchés. Ambre commande quelque chose au lait d'avoine. Je prends un café noir parce que je suis trop fatigué pour prendre des décisions. Ma mère a fait la même chose à ma sœur, dit Ambre sans préambule. Détails différents, même stratagème. Humiliation publique. Jouer la victime. Rendre tout le monde responsable de ses problèmes. J'enroule mes 2 mains autour de ma tasse, absorbant la chaleur à travers la céramique. Ma sœur la soutenait depuis 4 ans, continue Ambre. Loyer, facture, courses. Maman a tout dépensé en bijoux sur M6 boutique et en multipropriété qu'elle n'a jamais utilisé. Quand ma sœur l'a finalement coupé des vivres, maman a dit à tout le monde qu'elle était abandonnée, s'est fait passer pour une figure tragique. Que s'est-il passé ? Ma sœur a déménagé à l'autre bout du pays. A changé de numéro. A recommencé à 0. Embrasse les épaules. Ça a l'air dramatique, mais parfois, c'est ce qu'il faut. On ne peut pas réparer les gens qui ne veulent pas être réparés. On ne peut que se protéger. Le café a un goût de brûlé, mais je le bois quand même. De retour à la maison ce soir-là, je m'assois en tailleur sur mon canapé avec mon ordinateur portable ouvert. La publication Facebook est toujours là, recueillant toujours des commentaires sympathiques comme des bernacles sur une épave. Je navigue vers mes paramètres de confidentialité et commence à cliquer sur les options « Visibilité de profil limité »,« Liste restreinte »,« Ne plus suivre sans supprimer de ses amis ». L'équivalent numérique de fermer une porte sans la claquer. Je ne suis plus tante Hélène. Ni oncle Gérard. Ni les cousins qui ont aimé la publication de maman. Ni les amis de la famille qui ont ajouté leurs prières et leurs émoticônes de visage triste. Un par un, je retire leur contenu de mon fil d'actualité. Ils peuvent toujours voir mes publications publiques, peuvent toujours penser ce qu'ils veulent, mais je n'ai plus à les regarder jouer leur loyauté envers maman. Le calme qui suit semble intentionnel au lieu d'être vide. Le téléphone vibre dans ma main à 7h30 un mercredi matin. 3 semaines de silence ont été rompues par cet appel. Le nom de tante Hélène brille sur l'écran et mon estomac se noue avant même que je ne réponde. C'est une urgence, sa voix est haletante, théâtrale. Les services publics vont être coupés, et le shérif est à la porte, Camille. Tu dois faire quelque chose. Derrière elle, maman se lamente. Le son est aigu, désespéré, exactement calibré pour déclencher chaque récepteur de culpabilité que j'ai passé 30 ans à développer. Qu'est-il arrivé à l'argent de ? Il n'y a pas de temps pour les questions, claque Hélène. Ta mère n'a pas un sou. 0. Ils vont tout couper aujourd'hui.
Elle devra déménager dans un horrible motel ou pire. Elle n'aura d'autre choix que de se présenter à ton bureau. La menace atterrit exactement comme prévu. J'imagine maman faire une scène dans le hall de mon travail, pleurant auprès de mon patron à propos de sa cruelle fille. La réputation professionnelle que j'ai soigneusement bâtie, brisée en une crise de larmes théâtrales. Tu as 2 heures pour régler ça, Camille. 2 heures. L'appel se termine avant que je puisse répondre. Je reste assise sur le bord de mon lit, toujours en pyjama, le téléphone se refroidissant dans ma paume. L'appartement est calme, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du trafic lointain. Mon application bancaire est déjà ouverte depuis que j'ai vérifié mon solde, plutôt ce petit nombre vert qui commence enfin à grossir. L'ancienne Camille serait déjà en train de s'habiller, de calculer combien elle pourrait transférer sans être à découvert, de composer les excuses qu'elle présenterait pour avoir laissé les choses en arriver là. Mais j'ai vu le schéma maintenant, la crise fabriquée, le délai impossible, la menace d'humiliation publique comme levier. Je fais plutôt défiler mon historique de messages avec maman. 3 semaines de silence depuis le courriel. Pas une seule réponse au tableur. Aucune reconnaissance des 64 000 €. Juste un silence radio jusqu'à ce moment précis où elle a besoin de quelque chose. Mon doigt plane au-dessus de l'application bancaire. Puis je la ferme. Je réponds par message, je te retrouve à la maison. Dans 1 heure. La réponse arrive en quelques secondes, Dieu merci. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. Je prends une douche, je m'habille avec mes vêtements de travail habituels, pantalon gris, chemisier blanc, maquillage minimal. Le miroir montre quelqu'un qui a l'air fatigué, vaincu, abattu. Parfait. Le trajet jusqu'à la maison de maman prend 35 minutes, mais je l'ai fait attendre plus longtemps. Mes mains sont stables sur le volant. Pas de tremblement cette fois. Juste une concentration froide et claire. La voiture de maman est dans l'allée, ainsi que la Mercedes d'Hélène. Je me gare dans la rue et remonte lentement le chemin, comptant mes pas, 17 du trottoir à la porte d'entrée. Les parterres de fleurs que maman a plantés au printemps dernier sont envahis par les mauvaises herbes, étouffant les pétunias pour lesquelles elle a dépensé 180 €. La porte s'ouvre avant que je ne frappe. Enfin, m'entraîne Hélène à l'intérieur comme si j'étais en retard pour une opération. Elle est dans le salon. Elle est hors d'elle. Maman est assise sur le canapé, une boîte de mouchoirs sur les genoux, le mascara coulé. Mais ses yeux sont vifs, alertes, me scrutant à la recherche de signes de faiblesse. Hélène plane derrière elle, les bras croisés, jouant la sœur inquiète. Elle dissimule à peine leur suffisance. Elle pense que c'est une victoire, la fille prodigue revenant avec son chéquier ouvert. Je ne m'assois pas, montre-moi l'avis de coupure. Maman cligne des yeux. Quoi? Le shérif. La compagnie d'électricité. Montre-moi les papiers. Il n'y a pas le temps pour, commence Hélène. Montre-moi. Les mains de maman s'agitent vers la table basse où se trouve une seule enveloppe. EDF, adressée à elle. Je l'ouvre. Dernier avis, daté de 3 jours. Montant dû, 380 €. Pas 1700. Pas le prêt immobilier. Les services publics. Je vais m'en occuper une dernière fois. Les mots sortent plats, épuisés. Les épaules de maman s'affaissent, le soulagement inondant ses traits. L'expression d'Hélène se transforme en satisfaction. Elles échangent un regard qui confirme tout ce que je soupçonnais. Le but a toujours été de me briser, de prouver qu'elle pouvait encore tirer mes ficelles. Je sors mon téléphone. Je dois transférer le paiement directement. Fais juste un chèque, dit maman rapidement. Ou fais-moi un Lydia. Ce qui est le plus rapide. Non, je garde ma voix stable, vaincue. J'ai besoin des informations du compte. L'identifiant pour la compagnie d'électricité. J'ai besoin des relevés pour mes propres impôts de toute façon. Le mensonge sort en douceur, raisonnable, le genre de choses qu'une personne responsable dirait. Maman hésite. Ce n'était pas le plan. Elle voulait de l'argent liquide, liquide et intraçable. Mais elle a trop désespérément besoin de cet argent pour refuser. Je la regarde calculer, la regarde décider que se faire payer maintenant vaut le léger inconvénient de partager des identifiants de connexion. D'accord. Elle débite le site web, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Je les tape dans mon téléphone, les doigts stables. Le portail d'EDF se charge.
Je navigue vers les options de paiement, saisis les informations de ma carte de débit et confirme le prélèvement de 380 €. Mon application bancaire montre la transaction en cours de traitement immédiatement. Voilà. Payé. Merci, ma chérie, la voix de maman dégouline d'une fausse chaleur. Je savais que tu comprendrais. La famille est de la famille. Mais je n'ai pas fini. Je fais défiler maintenant, le téléphone incliné loin de leur vue. Historique des transactions. Télécharger les relevés. Le son de l'appareil photo du téléphone est en sourdine, mais mon cœur bat si fort que je suis sûr qu'elles peuvent l'entendre. 6 mois de facture de service public, payés à temps, chaque mois. Pas de frais de retard jusqu'à celle-ci. Je continue de faire défiler, de télécharger, de documenter. Maman parle déjà à Hélène d'autre chose. Sa crise est résolue. Elle pense que c'est fini. Elle pense que le distributeur automatique est de nouveau ouvert. Je devrais y aller, je range mon téléphone. J'ai du travail. Bien sûr. Maman ne se lève pas pour me raccompagner. Merci, Camille. Je sais que les choses ont été tendues, mais ça compte vraiment beaucoup. Je ne réponds pas. Je me dirige simplement vers la porte, la main stable sur la poignée. Dehors, je ne pars pas tout de suite. Je me gare plus bas dans la rue où ma voiture n'est pas visible depuis les fenêtres de la maison. Mon téléphone est chaud dans ma main, l'écran brillant avec le compte de la compagnie d'électricité toujours ouvert. Les identifiants de connexion fonctionnent pour plus qu'EDF. Je navigue vers son compte bancaire, celui auquel elle m'avait donné accès sous prétexte de payer des factures. Mon pouce plane au-dessus de l'historique des transactions. Puis je tape dessus. Les chiffres qui se chargent me coupent le souffle. Il y a 2 jours, retrait au distributeur, Casino Barrière. 1850 € en espèces. La veille de elle, urgence. La veille où elle prétendait n'avoir, pas un sou. Le jour où elle et tante Hélène m'ont appelé. Je fais défiler plus loin. D'autres retraits au casino. Des achats de luxe dans des grands magasins. Des abonnements à des spas. Des frais mensuels qui dépeignent une personne qui n'a jamais eu l'intention de payer ses propres factures, quelqu'un qui a dépensé l'argent du prêt immobilier en sachant exactement qui couvrirait le manque à gagner. Je prends des captures d'écran de tout. Chaque transaction. Chaque date. Chaque lieu. Les preuves se téléchargent sur mon téléphone en une chronologie nette et dévastatrice. À l'intérieur de cette maison, maman et Hélène sont probablement en train de célébrer, probablement déjà en train de discuter de la prochaine urgence. Des réparations domiciliaires, peut-être? Ou des problèmes de voiture? N'importe quelle histoire qui semble assez urgente pour ouvrir à nouveau mon portefeuille. Mais je ne pleure pas. Je souris. Mes doigts volent sur l'écran, créant un nouveau dossier, preuve. Je dépose chaque capture d'écran à l'intérieur, puis je sauvegarde le tout sur un service de stockage en ligne. 3 copies, chacune une balle dont je ne savais pas que j'aurais besoin jusqu'à ce moment précis. Le piège n'est plus seulement armé. Il est chargé, pointé et prêt. Voyons voir ce que tu caches d'autre, maman. Je démarre le moteur et quitte le trottoir, laissant la maison et ses occupants derrière moi. Mon téléphone est dans le porte-gobelet, l'écran maintenant sombre, contenant la vérité qu'elles n'ont jamais voulu que je trouve. Le distributeur automatique n'est pas ouvert. Il est sur le point de fermer définitivement. Le message arrive 4 jours après que j'ai payé la facture de service public. Maman, Camille, je dois te parler de quelque chose d'urgent. Ma voiture fait un bruit terrible, et le mécanicien dit qu'elle a besoin de 1100 € de réparation immédiatement. Je ne peux pas aller travailler sans elle. Je fixe le message pendant que mon café refroidit. La même urgence, la même crise haletante, la panique fabriquée qui, autrefois, faisait battre mon cœur et mes doigts voler vers l'application bancaire. Plus maintenant. Je fais défiler les captures d'écran que j'ai prises en étant connecté à son compte, transaction après transaction, chacune racontant une histoire qu'elle n'a jamais voulu que je lise. Les frais d'épicerie sont assez raisonnables. Les paiements des services publics sont là, plus petits qu'elle ne le prétendait. Mais il y a les autres, le spa de luxe, le centre commercial de marque de créateurs, le bar à vin du centre-ville qui facture 16 € pour un verre de pinot. Et le plus gros, le plus dévastateur, le casino Barrière. Mon pouce plane au-dessus du bouton de réponse. Je pourrais ignorer ça, bloquer son numéro, continuer ma vie et la laisser se débrouiller avec ses propres problèmes.
Mais elle n'arrêtera pas. Les gens comme maman n'arrêtent jamais jusqu'à ce que quelqu'un les y oblige. Moi, parlons-en. Peut-on se voir demain après-midi? Je pense que tante Hélène devrait être là aussi. La réponse revient en quelques secondes. Maman, pourquoi Hélène doit-elle être impliquée? C'est entre nous. Moi, parce qu'elle a été impliquée dans toutes les autres conversations sur ma responsabilité financière envers toi. 14 heures au café de la Rive. Je vous y verrai toutes les deux. Je n'attends pas qu'elle discute. J'éteins mon téléphone et finis de me préparer pour le travail. Le lendemain, le café se trouve à l'angle de la rue principale et de la rue de la République, le genre d'endroit avec des tables rondes et trop de lumière naturelle. J'arrive 10 minutes en avance avec mon sac d'ordinateur et un dossier contenant des copies imprimées de tout, les preuves organisées par date, surlignées en jaune là où c'est le plus important. Maman et tante Hélène entrent ensemble à 14h15. En retard, mais pas assez pour qu'on le leur reproche. Maman a ce regard pincé qu'elle prend quand elle est nerveuse mais essaie de le cacher. L'expression d'Hélène est déjà figée sur la désapprobation, comme si elle était entrée ici prête à me sermonner sur le devoir familial avant même que j'aie dit un seul mot. Elle s'assoit en face de moi. Maman tend la main pour prendre la mienne, mais je la retire et pose mes deux paumes à plat sur la table. Merci d'être venue. Bien sûr, ma chérie, la voix de maman dégouline d'une douceur artificielle. Maintenant, à propos de la voiture. Je suis vraiment dans une situation difficile. Et je sais que tu as dit que tu n'aiderais plus, mais c'est différent. Je ne peux pas travailler sans moyen de transport. Nous pouvons en parler. J'ouvre mon ordinateur portable, l'écran brillant entre nous. Mais d'abord, je veux vous montrer quelque chose. Hélène s'agite sur son siège. Camille, si c'est pour remuer le passé. Il s'agit de la dernière tournée. Je tourne l'ordinateur portable vers elle. L'historique des transactions remplit l'écran. Quand vous avez appelé et dit que les services publics allaient être coupés, quand le shérif était supposément à la porte. J'ai payé cette facture directement, vous vous souvenez? Vous m'avez donné les informations de connexion. J'ai cliqué sur la capture d'écran suivante. Ce qui signifie que j'ai pu voir tout le reste, aussi. Le silence s'étire. Une serveuse s'approche, jette un coup d'œil à notre table et bifurque vers un groupe de clients plus sûrs. Camille, la voix de maman est tranchante maintenant. Regarder dans mes comptes privés est une violation de. La veille de votre crise, je tapote l'écran. Le 14 novembre. Le casino Barrière. 1850 € de retrait en espèces. Hélène se penche en avant, plissant les yeux vers l'écran. Sa bouche s'ouvre. Se ferme. S'ouvre à nouveau. Tu as retiré 1850 € dans un casino, je continue, ma voix stable, et puis le lendemain, tu as appelé en pleurant parce que tu n'avais pas d'argent pour les services publics. Tu as fabriqué cette urgence. Tu as joué l'argent de ton prêt immobilier et ensuite tu m'as appelé pour couvrir. Ce n'est pas, commence maman. Mais je lève une main. J'ai 64 000 raisons d'en avoir fini avec tes mensonges. Je sors les copies imprimées, les faisant glisser sur la table. Voici 2 ans de paiement. 1700 € par mois, plus les paiements d'urgence, plus la facture de service public que je viens de payer, qui a subventionné un voyage au casino. Maman regarde les papiers comme s'ils allaient prendre feu. Ses mains tremblent alors qu'elle les atteint, mais elle ne les ramasse pas. Ne peut pas, peut-être. Hélène lit en silence. Je regarde le moment exact où elle réalise qu'elle ne peut pas défendre ça, qu'elle ne peut pas le transformer en un autre sermon sur le devoir familial. Son visage passe de la désapprobation à quelque chose de plus proche du choc. Caroline, la voix d'Hélène est basse, dangereuse. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'était une erreur, les mots de maman sortent rapidement. J'étais stressé. Je pensais que je pouvais le regagner. Je n'ai jamais voulu. Tu m'as menti, la coupe Hélène. Tu te tenais dans ma cuisine et tu m'as dit que Camille t'avait abandonné. Tu m'as fait l'appeler et la culpabiliser pour qu'elle aide. Et tu mentais. J'avais besoin d'aide. La voix de maman s'élève, désespérée maintenant. J'ai fait une erreur. Une mauvaise décision. Ça n'efface pas tout ce que Camille me doit. Je ferme mon ordinateur portable d'un clic doux. Je ne te dois rien. Les mots tombent lourdement, définitivement. L'argent que je t'ai donné ne t'a pas sauvé, maman. Il a entretenu ton problème.
Chaque euro que j'ai transféré a servi à maintenir un style de vie que tu ne pouvais pas te permettre. Les vêtements de marque, les abonnements au spa, les voyages au casino. Tu n'avais pas besoin d'être sauvé. Tu avais besoin que quelqu'un arrête de te sauver. Maman ouvre la bouche, mais rien ne sort. Ses yeux brillent et j'attends les larmes, la performance. Mais même elle semble réaliser que ça ne marchera pas cette fois. Je sors mon téléphone et ouvre la conversation de groupe de la famille. 37 membres, cousins, tantes, oncles, petits cousins dont je me souviens à peine. Je n'ai encore rien posté, dis-je, en leur montrant la zone de messages vide. Mais je le ferai si cela continue. Le reçu du casino, l'historique des transactions, toute la vérité sur où mon argent est réellement allé. Tu n'oserais pas, la voix de maman se brise. Et c'est moi. Je croise son regard. La légende s'écrit d'elle-même, je ne l'ai pas abandonnée. Elle a dépensé l'argent du prêt immobilier au casino. Hélène s'enfonce dans sa chaise, toute combativité l'ayant quittée. Sans la supériorité morale, elle n'est qu'un témoin de plus d'une vérité trop laide pour être défendue. J'en ai fini d'être la solution au problème que tu crées. Je me lève, rassemblant mon ordinateur portable et mon dossier. J'ai changé les mots de passe de mes comptes. Tous. N'appelle pas pour des urgences. N'envoie pas de messages pour des crises. Ne te présente pas à mon appartement ou à mon travail. Après tout ce que j'ai fait pour toi? La voix de maman se brise sur le dernier mot. Je fais une pause au bord de la table. Tu m'as élevé. Passé. Ce travail est terminé. Et tu as été payé pour ça. À hauteur de 64 000 euros. Je sors alors qu'elles sont encore assises là, stupéfaites et silencieuses. Le soleil de l'après-midi me frappe le visage alors que je mets le pied sur le trottoir. Mes mains ne tremblent pas. Ma poitrine n'est pas serrée. Pour la première fois en 2 ans, je me sens plus légère que l'air. 5 mois changent tout et rien du tout. Mon nouvel appartement a de vrais placards. 2 chambres, même si je vis seul. La seconde abrite un bureau, des étagères et un fauteuil de lecture que j'ai trouvé dans une vente de succession. Des tulipes fraîches sont dans un vase en verre sur le comptoir de la cuisine, d'un jaune vif contre le carrelage blanc du métro. Je les ai achetées hier parce que j'en avais envie, pas parce qu'elles étaient en solde. Mon compte d'épargne a un vrai solde maintenant, de vrais chiffres qui grossissent au lieu de diminuer. La réunion de Pâques a de nouveau lieu chez tante Hélène. Fête différente, même maison. Mais je me gare au bord du trottoir par choix cette fois. Pas par obligation, pas par culpabilité. Juste la simple décision de venir parce que je veux voir papa et quelques cousins qui m'ont contacté après que la poussière soit retombée. Je prends le gâteau au citron sur le siège passager acheté en magasin, parce que je n'essaie plus de prouver quoi que ce soit. À l'intérieur, les bruits familiers du chaos familial m'accueillent, des enfants qui courent dans le couloir, la voix tonitruante d'oncle Gérard depuis le salon, l'odeur de jambon et de pommes de terre gratinées qui flottent depuis la cuisine. Maman est là. J'ai repéré sa voiture dans l'allée. Elle est assise dans un coin de la salle à manger quand j'entre, plus silencieuse que je ne l'ai jamais vue. Son verre de vin est à moitié plein au lieu d'être constamment vide. Elle lève les yeux quand j'entre, et quelque chose vacille sur son visage, pas tout à fait de la honte, pas tout à fait du ressentiment. Quelque chose entre les deux que je n'ai pas besoin de nommer ou de réparer. Je hoche la tête une fois. Elle me rend mon signe de tête. C'est tout. Camille. Brigitte me fait signe de l'autre côté de la pièce. Elle sourit vraiment, un sourire sincère au lieu d'être mal à l'aise. Ce gâteau a l'air délicieux. La conversation s'écoule différemment autour de moi maintenant. Tante Hélène me pose des questions sur mon travail avec un réel intérêt au lieu d'un jugement voilé. Oncle Gérard parle de son nouveau bateau sans le comparer à ce que je ne peux pas me permettre. Personne ne mentionne la taille de mon appartement, ma voiture ou mon apparente incapacité à planifier l'avenir. Ils se sont adaptés. La famille a appris où se trouve la limite, et personne ne la teste plus. Au milieu du dîner, le cousin Marc fait un commentaire désinvolte sur le fait d'aider son frère avec le loyer. La famille est de la famille, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. La table ne devient pas silencieuse, mais je sens le léger changement, cette conscience microscopique du poids derrière ces mots. Je pose ma fourchette, prends une gorgée d'eau et souris. Pas de tension dans mes épaules. Pas de calcul pour savoir comment m'échapper. Chacun est responsable de ses propres finances. Marc cligne des yeux, hoche lentement la tête.
Ouais, je suppose que c'est vrai aussi. La conversation continue. Quelqu'un demande pour le dessert. Le mari de Brigitte raconte une histoire sur leur chien. Le moment se dissout comme du sucre dans le café, doux et sans histoire. Plus tard, papa m'attrape près de la machine à café. Il me serre l'épaule une fois, fermement et avec fierté. Il ne dit rien. Il n'en a pas besoin. Mardi, une jeune femme de la comptabilité s'arrête à mon bureau. Chloé, peut-être 24 ans, avec des cernes sous les yeux qui me semblent familiers. Puis-je te demander quelque chose ? Elle regarde autour d'elle comme si elle avait peur d'être entendue. C'est à propos d'histoires de famille. Nous finissons par prendre un café dans la salle de pause. Elle me parle de ses parents, de leurs demandes constantes, du chantage affectif, des menaces. Sa voix tremble quand elle parle de couper les ponts avec eux. Tout le monde dit que je suis égoïste. Je pense au tableur, au retrait du casino, aux 2 années de silence que j'ai confondues avec de l'amour. Tu peux aimer les gens à une distance saine, je lui dis. Tu n'es pas responsable de la résolution des problèmes qu'ils créent. Elle pleure maintenant, mais le soulagement sur son visage est indubitable, comme si quelqu'un lui avait enfin donné la permission de respirer. Je lui donne mon numéro, lui dis d'appeler si elle a besoin de parler. Elle me serre dans ses bras avant de partir, chuchotant « merci » contre mon épaule. Ce soir-là, je retrouve papa et Sophie, ma collègue qui a validé mes limites il y a 6 mois au restaurant italien du centre-ville. Nous commandons trop de nourriture et partageons une bouteille de vin qui coûte plus cher que ce que je dépensais pour une semaine de course. À la famille choisie, dit Sophie en levant son verre. Papa sourit. À Camille qui se choisit enfin elle-même. Nous trinquons, et le son résonne clairement. En rentrant à la maison, le coucher de soleil s'étale sur l'horizon dans des tons d'orange et de rose profonds. Mes mains reposent tranquillement sur le volant, pas de vibration fantôme de mon téléphone, pas de vérification dans le rétroviseur comme si maman allait apparaître. Mon ordinateur portable est ouvert sur le siège passager, les onglets du navigateur encore visibles. L'un montre un cours de photographie qui commence en juin. Un autre a des prix de vol pour les Alpes. La voix dans ma tête sonne différemment maintenant. Stable au lieu d'anxieuse. Claire au lieu d'être en conflit. La famille est de la famille, dis-je à voix haute dans la voiture vide. Mais aider ne signifie pas se sacrifier. Le feu devant passe au vert. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Je souris à mon reflet dans le pare-brise. J'ai enfin fait quelque chose pour moi-même. Mes mains restent stables sur le volant. La route devant est la mienne. La pourvoyeuse invisible pourvoit maintenant aux besoins de la seule personne qui ne l'a jamais exploitée, elle-même.